Voici ce que pourrait être le message reçu par le cerveau d'un enfant de 3 ans qui jetterait un œil sur le journal posé sur la table du salon. Quelle connaissance ou reconnaissance devrait-il mobiliser pour résoudre cette énigme ? Lorsque l'on fait ce genre d'activité avec les élèves en cours de mathématiques, la première connaissance que l'on exploite est que la lettre E est généralement la plus fréquente dans un texte en français. Donc, s'il s'agit bien d'un texte en français, et s'il n'a pas été choisi parmi les textes d'un oulipien qui se serait donné comme contrainte de modifier la fréquence ordinaire des lettres, en essayant par exemple de mettre un maximum de A, l'intrigue se passerait entre Guadalajara, Jakarta et Caracas, les personnages seraient Marla, Sandra et Amalia, mais supposons que non, que la lettre la plus fréquente est bien un E. Les deux petits mots que nous apercevons alors sont très probablement et en. Surtout quand on constate que ces deux lettres se retrouvent à plusieurs endroits dans le texte, notamment sous la forme de E, cette lettre, une autre lettre, probablement ENT. Avec CN et CT, on peut se lancer dans d'autres hypothèses. Ces quatre petits mots sont probablement EST, ce qui nous est confirmé par le fait que la lettre mystère se trouve doublée dans ce mot-ci. Ce mot qui, très probablement maintenant, doit se terminer par cession, et nous voici en possession des I et des O du texte qui se dévoilent petit à petit sous nos yeux. Certains passages du texte sont désormais transparents, on sait aussi maintenant les A et les U. Et certains résultats nous donnent même les C, les R et les L. Nous avons ainsi découvert les 11 lettres les plus communes dans la langue française, celle qui compose le mot ulcération au pluriel et qui est devenue la base de plusieurs jeux oulipiens, par exemple produire un texte n'utilisant que ces 11 lettres-là, par exemple 7 alexandrin qui n'en utilise même que 7, les lettres du mot tout et du mot rien. Enterrer, tout est rien, ni être tout ou rien. Ou bien s'amuser à supprimer dans un texte toutes les lettres qui ne seraient pas des lettres du mot ulcération et s'apercevoir que le texte est pratiquement lisible. Même si cette fois, le décodage du texte va nécessiter des connaissances grammaticales, de sens, de vocabulaire. Allons-y. C'est bien. Je commence. J'ai été informé personnellement et en très haut lieu qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. On sait quel est l'individu qui l'a volé, cela est hors de doute, on l'a vu s'en emparer, on sait aussi que ce document est toujours en sa possession. Comment sait-on cela ? Demanda U1. Et nous voilà donc devant le dernier problème, celui de connaître, de reconnaître les noms propres dans un texte, et on n'a plus vraiment le choix, il faut ici reconnaître la lettre volée d'Edgar Poe et son célèbre détective Dupin. Ce Dupin de Poe est une sorte de Sherlock Holmes, ou plutôt chronologiquement, Sherlock Holmes est une sorte de Dupin, même s'il vaut mieux ne pas s'aviser de le dire ainsi à Holmes. C'est ce qu'a fait Watson lors de leur première rencontre dans une étude en rouge, et Holmes le reprend. Sans doute, Watson, croyez-vous me faire un compliment en me comparant à Dupin ? Or, à mon avis, Dupin était un être très inférieur. Cette façon qu'il avait de deviner les pensées de ses amis après un quart d'heure de silence était très prétentieuse et superficielle. Même s'il y a peu d'éléments ici sur ce qu'Holmes se reproche à Dupin, et cette sentence pourrait bien n'être que le fruit de l'aigreur constante du personnage vis-à-vis de l'humanité tout entière, je tenterai tout à l'heure une petite hypothèse sur ce qui pourrait différencier Holmes de Dupin. Mais revenons d'abord au texte. Ainsi décodé, connu et reconnu, voici cet extrait de la lettre volée d'Edgar Poe. C'est bien, je commence. J'ai été informé personnellement et en très haut lieu qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. On sait quel est l'individu qui l'a volé. Cela est hors de doute. On l'a vu s'en emparer. On sait aussi que ce document est toujours en sa possession.
Mais comment sait-on cela demanda Dupin. Cela est clairement déduit de la nature du document et de la non-apparition de certains résultats qui surgiraient immédiatement s'il sortait des mains du voleur. En d'autres termes, s'il était employé en vue du but que celui-ci doit évidemment se proposer. Veuillez être un peu plus clair, dis-je. Eh bien, j'irai jusqu'à vous dire que ce papier confère à son détenteur un certain pouvoir, dans un certain lieu où ce pouvoir est une valeur inappréciable. Si j'ai choisi cette nouvelle, La lettre volée d'Edgar Poe, c'est parce qu'elle me permettait de poursuivre ma métaphore sur la lecture comme connaissance et reconnaissance du monde. En effet, dans cette nouvelle, un ministre noctambule dérobe un document compromettant dans les appartements royaux. On est sûr que la lettre volée est dans son appartement que le préfet en charge de l'enquête fouille pouce par pouce, ligne par ligne, chaque fois que le ministre est sorti. Les barreaux des chaises ont été passés au microscope pour vérifier la moindre trace de poussière, pouvant indiquer le passage d'une vrille creusant un trou de la taille d'une grosse aiguille dans lequel insérer la lettre roulée finement. Chaque coussin a été transpercé de longues et fines aiguilles, les plateaux des tables enlevés, les plinthes étudiées à la loupe. Chou blanc. Nuit après nuit, la lettre est introuvable. Finalement, Dupin devinera que le ministre l'a tout simplement laissée traîner sur la table de travail où le préfet l'a soulevée 20 fois pour voir si elle ne cachait pas un trou microscopique dans le bois du secrétaire et sans savoir voir, sans pouvoir voir qu'elle était entre ses mains. En d'autres mots, le préfet s'obstinait nuit après nuit à lire l'appartement du ministre, toujours avec le même point de vue et faisant chou blanc à tout coup, sans parvenir à faire ce pas de côté qui lui aurait donné le nouveau point de vue révélant enfin la solution. Et le lecteur de poésie se trouvera lui aussi souvent dans cette position très inconfortable. Là où ma bagarre commence avec Poe, c'est lorsqu'il dit que le préfet cherche en mathématicien et que le ministre, fin mathématicien lui aussi, a fait un pas de côté de poète pour cacher sa lettre. Je ne suis pas d'accord. Tous les mathématiciens sont des poètes. Cela est hors de discussion. Le préfet a plutôt, selon moi, péché par excès de technique. Nuit après nuit, il a toujours augmenté le niveau de technique utilisé. Les microscopes, les mesures volumétriques de chaque tiroir au quart de ligne cube près pour traquer un double fond. Certes, les mathématiques incluent bien une réflexion sur les techniques et la puissance des outils. Mais le raisonnement mathématique est aussi une réflexion sur l'élégance du discours, la poésie, un certain souci d'économie des moyens en vue d'une fin. Ainsi, si certaines critiques de Dupin envers les mathématiciens de son époque sont fondées sans aucun doute, je récuse avec la plus vive énergie celle qui consiste à exclure la poésie du champ des mathématiques. D'ailleurs, intéressons-nous à un autre passage de la lettre volée qui va nous fournir une autre métaphore. Dupin explique à son ami qu'il a connu un enfant de 8 ans dont l'infaillibilité au jeu de pair ou impair faisait l'admiration universelle. L'enfant dont je parle, dit Dupin, avait un mode de divination, lequel consistait dans la simple observation et dans l'appréciation de la finesse de ses adversaires. Supposons que son adversaire soit un parfait nigaud, et levant sa main fermée, lui demande pair ou impair. Notre écolier répond impair et il a perdu. Mais à la seconde épreuve, il gagne, car il se dit en lui-même « Le niais avait mis pair la première fois, et toute sa ruse ne va qu'à lui faire mettre impair à la seconde. Je dirais donc impair. » Il dit impair, et il gagne. Maintenant, avec un adversaire un peu moins simple, il aurait raisonné ainsi. Ce garçon voit que dans le premier cas j'ai dit impair, et dans le second il se proposera, c'est la première idée qui se présentera à lui, une simple variation de pair à impair, comme a fait le premier bêta. Mais une seconde réflexion lui dira que c'est là un changement trop simple, et finalement, il se décidera à mettre pair comme la première fois. Je dirais donc pair, il dit pair, et il gagne. Cette métaphore est intéressante de 2 points de vue au moins. Premièrement, l'enfant jouant à pair et impair lit son adversaire. Dupin raconte même comment il s'y prend. L'enfant dit « Je compose mon visage d'après le sien.
aussi exactement que possible, et j'attends alors pour savoir quelles pensées ou quels sentiments naîtront dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour s'appareiller et correspondre avec ma physionomie. Deuxièmement, cette métaphore donne à penser le coup d'avance. Penser un coup de plus que l'autre, et dans ce cas-là même un seul coup, parce que 2 coups d'avance au jeu de pair et impair, ça annule. On pourrait donc penser que dans l'affaire de la lettre volée, le ministre a un coup d'avance sur le préfet. Mais alors, c'est qu'ils lutteraient tous les deux dans le même domaine. Par exemple, le préfet croit que le ministre a un coup d'ordre technique d'avance et s'emploie à pousser plus loin sa propre technique. Or, le ministre, plutôt qu'un coup d'avance, a fait un pas de côté. Dupin dit même, non sans m'agacer, comme poète et mathématicien, le ministre a dû raisonner juste. Comme simple mathématicien, il n'aurait pas raisonné du tout, et se serait ainsi mis à la merci du préfet. C'est donc son côté poète qui lui a permis de voir la situation comme le préfet ne peut même pas l'imaginer. Et on verra comment Pérec tout à l'heure se joue de nous, pauvres lecteurs de son roman La Disparition, pour faire un pas de côté tous les 3 mots, si bien qu'on a toujours quelques coups de retard et un mal de cabot à tenter de sortir de son charabia énigmatique. Elle est peut-être là, la différence entre Holmes et Dupin. Pour Holmes, la lecture d'une scène de crime selon l'unique point de vue de sa méthode et de sa science de la déduction est la seule voie. La lecture qu'il est le seul à maîtriser d'une cendre de cigarette le renseigne de manière certaine sur toute une série d'événements qui se sont nécessairement produits, et la lecture complète d'indices invisibles à tous sauf à lui conduisent implacablement à la résolution du crime. Sans être un spécialiste de Holmes, je ne crois pas qu'il y ait une seule aventure où il ait eu besoin de se détourner du chemin tracé par sa science de la déduction pour emprunter un autre point de vue, pour faire un pas de côté, afin d'arriver à la solution du mystère. Et pour conclure ce long aparté, je convoque un dernier personnage, le docteur House. House, c'est une sorte de Holmes. Notez la proximité de leur patronyme, House, Holmes, proximité du point de vue des lettres qui composent ces 2 noms, mais aussi du sens. Holmes est assez proche de homme. Les 2 sont des êtres asociaux, toxicomanes et dont l'unique occupation est la résolution d'énigmes, l'un dans le domaine du crime et l'autre dans le domaine médical. Énigmes sur lesquelles tous les autres se sont cassés les dents avant eux. Ils sont l'un et l'autre le dernier recours. Ajoutez à cela que pour chacun, un seul être au monde peut supporter leur compagnie. Pour l'un, c'est Watson, pour l'autre, c'est Wilson. Mais contrairement à Holmes, le Dr House est passé maître dans l'art du pas de côté, de ce qu'on appelle la sérendipité. La solution à l'énigme médicale lui vient toujours ou presque d'un autre domaine. C'est même un gimmick de la série. Après avoir échoué dans toutes ses premières tentatives pour guérir son patient, il part jouer au poker avec ses collègues et tout à coup, il se fige car il vient de trouver la solution dans la combinaison des cartes qu'il a sous les yeux. C'est en quelque sorte qu'il a tenté de construire un modèle mental, une structure de la maladie de son patient. Mais le schéma global lui échappe ou du moins certaines pièces n'arrivent pas à s'intégrer de manière logique. Et la structure produite par la combinaison des cartes de poker lui fournit une vision fugace d'un nouvel agencement où tout s'assemble avec harmonie et dans laquelle il comprend enfin le schéma général de la maladie de son patient. C'est exactement ce qui nous arrive quand, en fixant d'un œil absent le poster accroché 15 ans plus tôt dans les toilettes, la dernière définition absconse du dernier mot croisé de Michel Laclos nous apparaît tout d'un coup limpide et tombant sous le sens. Eh oui, vous ne saviez pas que vous faisiez de la sérendipité aux toilettes ? Vous avez bien fait de rester jusque-là. D'autant que j'en ai terminé avec ma métaphore sur la lecture, je vous propose donc cette nouvelle définition d'un poème. Un poème est un texte à décoder et dont on pense qu'on aura plaisir à trouver le pas de côté qui nous permettra d'y voir un peu plus clair dans ce merveilleux charabia énigmatique. Entrons en poésie.